Sébastien, salut, merci d'être là. Je me permets de t'appeler Sébastien parce qu'on se connaît déjà un petit peu, donc si ça ne te dérange pas, on va se tutoyer. Ça va être beaucoup plus agréable. Ça fait plaisir, merci. Écoute, merci d'être là encore. Première question, puis j'ai pas le choix de te poser dans le fond, c'est quoi les principaux résultats que ta recherche ont apportés? Oh boy, les principaux résultats que mes recherches ont apportés. Je te dirais qu'il y en a plusieurs. Le plus intéressant, celui que j'aime le plus parler, j'en parle souvent honnêtement, taux de rendement global. Qu'est-ce que c'est? C'est le pourcentage de temps dans une journée de travail qui est accordé à faire de la valeur ajoutée. C'est-à-dire, si le client il te regarde travailler, admettons, là, toute la journée, ça peut se faire dans un bureau comme ça se peut se faire dans une usine, là. Il te regarde travailler et il se dit « C'est-tu correct comme utilisation de mon argent qu'il fasse cette tâche-là? Est-ce que je suis satisfait de le regarder faire ça? » Par exemple, passer, je sais pas moi, 3 heures par jour à répondre à des courriels, je pense que le client va être un peu tanné de te regarder faire ça. Si tu t'en vas dans le sous-sol pour chercher je sais pas quoi, ou dans le fin fond du garage, chercher quelque chose pendant 1 heure, ça se peut que ça le dérange. T'sais. Fait que la valeur ajoutée, c'est vraiment la valeur perçue par le client lorsqu'il te regarde travailler. OK. Sur 12 ans, on a fait à peu près 150 cartographies, moi puis un de mes collègues là, qui est à la retraite aujourd'hui. Des cartographies de chaîne de valeur, c'est vraiment des diagnostics dans les entreprises, dans les PME particulièrement. En fait, on n'a fait que les PME. 56%, c'est le taux de rendement global moyen de nos entreprises au Québec. Je suis profane, je t'arrête. Je suis impoli, je t'arrête souvent. Est-ce que c'est bon, pas bon? Ça ressemble à quoi un 56%? Bien là, on crie qu'on manque de main-d'œuvre, puis tu as 44% de ton staff. Hein? Logiquement, si tu prends 44% de chaque personne, essentiellement 44% de ton payroll, qui fait de la non-valeur ajoutée, que ton client il regarde ça puis il se dit une perte sèche, là. C'est une perte sèche, là. C'est de la non-valeur ajoutée pure. Là. Le client, s'il pouvait ne pas payer pour ça, il serait content. Fait que c'est 44% de ton staff, c'est presque la moitié finalement, qui fait des tâches que ton client ne souhaite pas que tu fasses. Okay. Fait que est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Je te laisse un petit peu te poser la question. Mais en termes de benchmark, étant donné notre contexte au Québec où on est dans le personnalisé, hein, tu peux pas faire du sur-standard parce que tu vas te faire ramasser par d'autres pays où ils vont payer moins cher leur main-d'œuvre. Ouais. Donc, on n'a pas le choix de garder un certain niveau de personnalisation. Dans ce contexte-là, je te dirais qu'une valeur de 80% de taux de rendement global, ça pourrait avoir du sens. Fait que de 56 à 80%, il y a quand même un gros gain à aller chercher. Oui, il y a un gros gain. Ouais. OK, excellent. Deuxième question. Selon toi, c'est quoi les principales implications les plus importantes dans ton secteur de recherche? Les implications les plus importantes dans mon secteur de recherche, ben, tu sais, le 56% nous amenait à nous poser un paquet de questions. OK? Tu sais, le Lean Manufacturing, je ne sais pas si tu es à l'aise, tu connais ça. Pas tellement. C'est essentiellement la philosophie qui veut qu'on... Ben, encore une fois, je te parlais de valeur ajoutée tantôt. Oui, c'est ça. Le Lean vise à éliminer tout ce qui est non-valeur ajoutée. Crème, le Lean, là, ça date pas d'hier, là. Ça fait 50 ans que ça existe, cette affaire-là. Peux-tu bien me dire comment ça qu'on est encore à 56% de taux de rendement global? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas nous régler ça? Ben, c'est ma job. Hein? C'est ce que j'essaie de faire. Puis il y a, je te dirais qu'une des affaires qu'on s'est rendu compte, c'est que, bon, le Lean est souvent perçu comme un paquet d'outils. Fait que, ça prend des tableaux 5S, ça prend des indicateurs de performance, ça prend des SMED. Puis là, il y a un paquet de mots japonais qui embarquent là-dedans. Mais il faut savoir utiliser ça aussi correctement. Ben, utiliser l'outil, c'est une chose, mais pourquoi? À la base, pourquoi on prend l'outil? Mais pourquoi tu mets l'outil? Tu sais, j'étais dans une entreprise cette semaine. Il me disait, un stagiaire, sa job, ça va être de mettre un panneau 5S dans l'usine. Mais là, étant donné qu'il y a de la résistance au changement, c'est un milieu syndiqué, on veut mettre en place des audits pour s'assurer que les outils qui sont positionnés sur un tableau, par exemple, ils reviennent à la fin de la journée. Je dis, oublie ça. Si tu viens mettre une police dans ton usine là, qui vient taper ses doigts des gens qui ne remettent pas leur outil aux bonnes places, puis qu'eux autres, à la base, ils le font déjà pas, c'est parce que tu n'as pas le buy-in. Tu n'as pas l'engagement des gens. Fait qu'ils vont haïr ta police, ils vont haïr ton tableau, puis ils vont jamais l'entretenir, puis tu n'auras jamais les bénéfices escomptés. Puis des indicateurs de performance, c'est pareil. Ils vont te plugger un paquet d'indicateurs de performance. Les gens sentent qu'ils sont contrôlés, ils ne comprennent pas dans leur job comment ils ont du pouvoir sur l'indicateur. Fait qu'au-delà, dans le fond, des solutions que tu peux apporter, il faut qu'il y ait une acceptabilité, puis il faut aussi vulgariser. Tu as aussi une job de vulgarisateur auprès des gens qui vont utiliser ces systèmes-là. Formation, information, sensibilisation, c'est une étape. OK? Mais à la base, quand tu fous dans la gorge une solution à du monde pour un problème qui n'est pas perçu comme un problème,
Tu n'auras jamais le buy-in. C'est clair. La job que tu veux, là, c'est venir, c'est aller voir la personne qui travaille sur le plancher de production et lui dire qu'est-ce qui t'écoeure? Tu sais, quand tu arrives chez vous le soir, là, Qu'est-ce qui te pèse, là? qu'est-ce qui te pèse? Pourquoi c'est une mauvaise journée de travail aujourd'hui? Sans moller tes irritants. Puis avec ça, on va essayer de l'isoler, dégraisser tout ça, puis essayer de dire hey, c'est ça le problème. Peut-être que d'avoir un panneau 5S, ça te permettrait d'arrêter de te chercher. Tu sais. Puis c'est une maudite bonne idée. Puis même, tu vas aller chercher beaucoup le buy-in. Fait que ça, c'est. Ça, c'est une des affaires, je te dirais, là, que notre taux de rendement global nous a fait réaliser, c'est qu'il y a des outils, mais c'est pas l'application des outils, c'est vraiment c'est qu'est-ce qu'on cherche à faire. C'est comment je vais chercher le buy-in. Bien, ça te prend cet engagement-là du monde parce que tu adresses un problème qu'ils vivent pour de vrai. Exactement. J'ai le goût de prendre mon chapeau de conseiller à l'entrepreneuriat puis de poser la question, pas qui tue, mais en tout cas une bonne question. Comment ces résultats concrètement que tu fais, que tu recherches ça, ont des impacts directs sur l'entrepreneur ou l'entreprise? Moi, j'ai la chance de travailler, de faire des cartographies de chaîne de valeur, comme je te disais tantôt. J'en ai fait en date d'aujourd'hui 140, depuis une douzaine d'années. Ça, c'est on va dans l'entreprise, puis on fait des diagnostics. Puis souvent, il y a des entrepreneurs qui vont nous dire « J'adore ton plan d'action, comment je le mets en application? » Puis là, moi, je te pogne un étudiant, puis je te dompe ça là pendant 2-3 ans pour qu'ils mettent en place les recommandations. Souvent, je vais associer à ça un projet de recherche. On va vous poser une question, on va essayer d'y répondre, puis après ça, on va sortir des conclusions de là. Ce qui est le fun de cette approche-là en entreprise, c'est qu'on a beaucoup de données quantitatives, des données qualitatives, on a beaucoup de nuances. Tu sais, on a des situations d'entreprise qui ont fait faillite, on a des situations d'entreprise qui ont doublé, triplé, voire quintuplé leur chiffre d'affaires. C'est quoi les facteurs de succès qui sont ressortis? Fait qu'il y a beaucoup d'imitations, honnêtement, d'aller tirer des leçons, des cas de succès, des cas d'échec. On travaille beaucoup sur le processus de transformation numérique. Par exemple, les cartos, c'est un outil d'accompagnement. Tu sais. Fait que là, c'est d'être capable de voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon dans l'outil lui-même pour s'assurer que l'entrepreneur, quand il y a un consultant qui arrive chez eux puis qui lui dit « Hey, voici tel diagnostic que je te vends. » Attends une minute, on peut-tu s'asseoir puis regarder c'est quoi les critères? Parce que moi, j'ai une recherche là-dessus qui porte là-dessus sur essayer d'évaluer à quel point il est bon, l'outil. Exact. Fait que, es-tu efficace, es-tu efficient? Est-ce qu'il te permet d'atteindre ton objectif comme entreprise? Puis est-ce qu'il va te tirer tout ton gaz? Exactement. Fait que les entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils peuvent utiliser? Bien, premièrement, c'est l'imitation, c'est l'apprentissage des leçons, mais c'est aussi exiger d'avoir des outils qui sont à la fois efficaces, efficients. Puis on en fait plein des projets de recherche. Tu veux que j'explore d'autres axes, tu m'en parles, mais là, étant donné le temps, je préfère comme... Mais tu es chanceux, Sébastien, parce que dans le domaine que tu es, le génie industriel, tu es capable de toucher un petit peu à tous les secteurs. Je ne sais pas si tu le réalises, là, mais autant l'industrie, autant la recherche, autant d'être avec des étudiants. Puis ce qui est un privilège aussi de travailler avec des jeunes étudiants allumés. C'est vraiment agréable, ça garde jeune en même temps. Écoute, merci énormément pour ton temps, puis tes explications surtout. Puis au plaisir de se recollaborer une autre fois. Merci beaucoup de l'invitation, Maxime. Merci.